Bonjour à tous et bienvenue. Je suppose que la majorité de ceux qui sont intéressés sont dans la salle. On va donc commencer cette session. Et donc, comme je le disais, bienvenue à cette conférence Educate sur l'éducation et la santé. La présente session va aborder le thème de l'action collective pour la formation, levier du développement de la réadaptation. Je ne vais pas revenir sur la plateforme, la définition de la plateforme Educate, puisque vous êtes là depuis ce matin. Et je vais simplement dire que cette conférence est organisée par Educate, avec bien sûr VVOB et aussi APFE, qui anime aujourd'hui donc cette session de ce soir. Voilà. Cette session fait partie donc du programme complet qu'on a commencé depuis ce matin et va donc permettre à ce qu'on puisse revenir sur justement la relation santé-éducation, éducation-santé, comme on l'a vu dans la déclaration liminaire ce matin. Je m'appelle moi-même Clément Bagnoa, je suis l'expert santé et réadaptation pour la PFE basée à Ouagadougou. Et dans le cadre de cette conférence, je serai donc avec 4 intervenants. Nous avons donc Dr Jean Dedier, nous avons professeur Patrick Willem, nous avons Graziella Lipolis, je reviendrai sur les présentations précises, et nous avons Sœur Dambélé, qui vont s'entretenir avec vous sur donc la relation santé-éducation en mettant le focus sur donc, le secteur de la réadaptation. Comme vous le savez, l'OMS, à travers donc, sa dernière Assemblée générale, a mis le focus sur la réadaptation, qu'on puisse intégrer cette réadaptation dans les systèmes de santé. Et intégrer donc la réadaptation dans les systèmes de santé suppose des ressources humaines que nous n'avons pas pour le moment. Et avoir des ressources humaines donc, nous ramène à la question de la formation des ressources humaines. Et donc, d'où l'intérêt de cette session. Donc, cette session va se dérouler en français. Nous allons donc tour à tour écouter les différents intervenants. Nous allons souhaiter qu'on puisse effectivement rester dans le timing, puisque le délai imparti est assez court. Nous aurons la clôture bientôt, donc nous devons rester dans le timing. Donc, ceux qui sont en ligne, les questions vont être reprises dans le chat et j'ai pour cela mon collègue Olivier Jardin de l'APFE Burundi qui va se charger de cela. Et pour conclure, je dirais que cette session, comme je le disais tantôt, est coordonnée par notre responsable thématique santé et réadaptation, Alexia Germaud. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au premier intervenant, qui est à ma gauche, Dr Jean Dedier Daïmana, qui est donc directeur du programme national des maladies non transmissibles au Burundi et qui a une longue expérience dans le système de santé, notamment en matière d'intégration, la réadaptation dans les systèmes de santé. Et Jean Dedier va donc introduire pour ce qui est de ce panel. Merci beaucoup. Laisse-moi approcher la... Ah, yeah. Oh. Je vais utiliser l'écran là-bas. Je crois ici que ça ne marche pas. Bonjour à tout le monde. Comme il vient de le dire, je m'appelle Jean Dedier Habyarimana. Je suis le directeur du programme en charge des maladies non transmissibles au niveau du ministère de la Santé du Burundi et co-gestionnaire du programme d'appui au développement de la médecine physique et réadaptation avec notre partenaire qui est APFE. Je vais juste vous partager quelques réflexions sur le parcours qu'on a fait pour intégrer la réadaptation dans notre système de santé. Je vois que là-bas, ça ne dévire pas. Okay, c'est moi qui dois faire ça. Ok, merci. M'excuse. Quel est l'enjeu alors autour de cette question? Donc, la réadaptation, je vais me mettre par ici. La réadaptation, c'est un droit fondamental de la santé. Ici, malheureusement là-bas, je ne vois pas bien. Quand je regarde là-bas avec les lunettes.
Ah, ok, là c'est bon. Donc, la réadaptation, c'est un droit fondamental de la santé et elle est inscrite dans un continuum de soins autour des autres. Ah, il y a quelque chose. Donc, c'est pas grave. Donc, je disais qu'elle est inscrite dans le continuum de soins à côté de la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins palliatifs. Et aussi, elle est essentielle à la participation des personnes handicapées ou qui ont une incapacité. Quel est le problème cette fois-ci? Selon l'OMS, le rapport de l'OMS, 2,4 milliards de personnes sont en besoin des soins de réadaptation dans le monde entier. Malheureusement, une minorité accède à ces soins. Devant cette situation, que devons-nous faire en tant qu'acteurs? C'est de renforcer la réadaptation dans nos systèmes de santé, car en nous appuyant sur la stratégie de l'OMS qui a déjà été lancée, la stratégie réadaptation 2030 de l'OMS, et que je vais vous partager les grandes lignes de cette stratégie, qui est de renforcer les 6 piliers qui sont édictés par l'OMS. C'est notamment la gouvernance et le leadership. Deuxièmement, le financement de l'offre et de la demande de soins. Troisièmement, le développement des ressources humaines. Quatrièmement, le développement des infrastructures et des raisons de soins. Cinquièmement, le développement de l'information sanitaire et la recherche. Et enfin, l'accès aux aides techniques, soit les prothèses, les orthèses, les fauteuils, les aides visuelles ou auditives. Quelle est donc l'expérience du Burundi après cette vie globale au niveau mondial? Depuis 2011, le Burundi développe et met en œuvre un programme d'appui au développement de la médecine physique et réadaptation en collaboration avec nos partenaires, bien sûr, pour renforcer la réadaptation dans notre système de soins. Ce projet ou bien ce programme est fait en partenariat tripartite entre les acteurs qui sont au ministère de la Santé en tant que maître d'œuvre, aussi les partenaires belges, notamment l'APF et le gouvernement belge, qui nous donnent leur expertise en termes financiers et aussi techniques, et la société civile burundaise à travers l'ONG COPED, avec qui nous travaillons et qui apporte aussi son soutien technique et financier et qui facilite la souplesse de la mise en œuvre du programme. Et à côté de ça, il y a aussi d'autres partenaires, notamment l'appui des universités partenaires. Et là, je citerai l'Université catholique de Louvain, l'Université d'Abomey-Calavé du Bénin, qui ont travaillé avec Wallonie Bruxelles International, l'Université libre de Bruxelles, en collaboration avec l'ARES, et l'Université Hasselt en collaboration avec Vril. Quelle est donc la stratégie de ce programme d'appui à la médecine physique et réadaptation? Donc, je dois vous affirmer que c'est un changement à long terme. On a passé une vingtaine d'années, qu'on a construit sur 5 piliers de la réadaptation. Parmi les 6 que je vous ai montrés, notamment les 5 que vous voyez ici, il manque le 6e qui est l'accès aux aides techniques. Et on s'est focalisé essentiellement sur la formation des ressources humaines dans notre projet, sans oublier les autres piliers que je vous montre là-bas. Parce que on a vu que ça, le 3e pilier, c'est le moteur de notre projet, de notre programme donc de réadaptation. Pourquoi? Vous allez le voir en bas. Et effectivement, quelles sont les ressources humaines qu'on a renforcées dans notre pays? Il y a beaucoup de catégories de ressources humaines à l'adaptation. On s'est focalisé essentiellement sur les kinésithérapeutes parce que
ils sont les plus nombreux parmi les professions de kinésithérapie ou bien de réadaptation, mais aussi en 2011, quand on a débuté, on avait uniquement 5 kinésithérapeutes. Donc, on avait un besoin prioritaire en termes de ressources humaines. Et aussi, nous avions la nécessité nous avons la nécessité, malgré tout ça, nous avons la nécessité d'avoir donc ces autres professions. Peut-être qu'on va les développer par après, mais on s'est focalisé sur les kinésithérapeutes. Quelle est la procédure qu'on a suivie? On a évolué en 4 étapes. Premièrement, à partir de 2008, on a initié une formation de 14 kinésithérapeutes qui ont été envoyés au Bénin, et donc qui ont été sélectionnés parmi les meilleurs diplômés des écoles secondaires et qui ont été envoyés à l'école supérieure de kinésithérapie de Bénin, une école qui a été créée en 2000 avec l'appui de la l'APF et de l'Université catholique de Louvain et Wallonie-Bruxelles internationale. Et 10 parmi les 14 ont déjà fait un master en kinésithérapie à l'ICL et 6 ont fait ou font actuellement un doctorat, soit à l'Université catholique de Louvain, à l'IRB, à l'Université Hasselt et en Chine. Donc, vous voyez, ça c'est le noyau des 14 lauréats qui ont fréquenté le Bénin. Deuxièmement, en 2016, on a créé un centre national de référence en réadaptation en kinésithérapie qui se trouve actuellement dans le CHI de Bujumbura et qui est animé par les kinés formés au Bénin, qui est placé sous la tutelle du ministère de la Santé publique et dont la gestion est confiée au COPED pour renforcer justement le partenariat public et privé et qui donne des soins d'excellence. Environ 100 patients par jour sont traités et aussi ce centre aide dans la formation initiale et continue parce qu'on va revoir ça aide dans l'encadrement des stagiaires pour la suite que je vais vous partager. Troisièmement, c'est qu'en 2019, on a créé l'école de kinésithérapie à l'école nationale à l'Institut national de santé publique, qu'on appelle filière de formation en kinésithérapie et réadaptation. Et donc, ça se trouve au sein de l'Institut national de santé publique, une institution qui est sous tutelle du ministère de la Santé, donc qui, à côté de la faculté de médecine, forme les ressources humaines de la santé et aussi qui s'appuie sur le programme de formation au niveau bachelier, donc qui a été élaboré avec la coopération de l'Université catholique de Louvain et dont le centre de stage, c'est le CNKR que je viens de vous parler, donc qui aide dans l'encadrement des lauréats ou bien des candidats qui sont en train d'être formés. Donc, pour chaque promotion, on a une vingtaine d'étudiants et jusqu'à aujourd'hui, nous avons 76 diplômés, dont 29 femmes ou filles, je ne sais pas, 47 hommes, dont 90%, heureusement, 90% ont déjà une occupation, donc sont déjà embauchés. La filière aussi organise des formations, ou l'Institut organise des formations continues. Quatrièmement, on a développé un réseau national de services de kinésithérapie. En 2011, comme vous allez revoir sur la carte administrative du Burundi, on avait uniquement 8 services qui étaient répartis comme ça. Et en 2025, nous avons 49 services dans tout le pays qui sont répartis maintenant comme ça, au niveau de tout le pays. Toujours Bujumbura parce que c'est la capitale économique. Et là où se concentrent les partenaires, vous voyez que c'est plus remarquable et aussi à Gitega. Donc, quelles sont les réalisations qu'on peut se vanter? C'est que maintenant, on a des kinés qui sont disponibles. Les soins sont mieux connus de la population et du personnel de santé. Donc, il y a une demande croissante pour les soins de kinés dans notre pays. Et les hôpitaux, on voit que les hôpitaux commencent à développer les propres services de kinésithérapie. Et les assurances santé commencent à rembourser les soins de kinésithérapie. Donc,
devient plus accessible pour la population. Et le ministère de la Santé publique collecte des informations sur les activités et les statistiques où ces données collectées encouragent le ministère à développer la réadaptation. Donc, quelles sont maintenant les leçons apprises à travers ce programme? C'est que développer la réadaptation, c'est un processus à long terme, comme je vous l'ai déjà dit, qui est basé sur 6 piliers définis par l'OMS. Et le pilier 3, ressources humaines, est prioritaire parce que elle stimule le financement des réseaux de soins, le financement des coûts de soins par les assurances de santé, la recherche de données de réadaptation par notre ministère et les travaux de recherche et réadaptation, et donc une meilleure gouvernance de réadaptation par notre ministère. Comme conclusion, l'action sur le pilier formation des ressources humaines doit démarrer très tôt. Elle nécessite plutôt une action collective, comme vous allez le voir par l'illustration du Burundi, que je vais vous partager. On avait commencé à un transfert de compétences sud-sud, Burundi, Bénin, et on a sélectionné une institution de formation pour accueillir la filière de formation, donc INSP de Bujumbura. On a formé des kinés formateurs de niveau master. On a élaboré un curriculum de formation et des missions d'enseignement et de formation continue, ça en collaboration avec l'Université catholique de Louvain. Sixièmement, on a continué par la formation des enseignants-chercheurs au niveau doctorat, comme je vous l'ai montré. Et 7, le développement de la recherche à la filière de formation de kiné à l'INSP. Et tout ça en collaboration avec les autres partenaires universitaires, notamment l'Université catholique de Louvain, l'Université Hasselt, l'Université libre de Bruxelles, Vril et Arès. Donc, vous voyez que c'est vraiment une action collective pour la formation. Donc on doit mutualiser les forces. Donc, avec une durée que je vous ai parlé, qui aussi autour de 20 ans. Je vous remercie. Merci. De votre aimable écoute. Merci. Merci. Merci, docteur Jean de Dieu. Docteur Jean de Dieu a essayé ici de nous montrer comment, justement, à travers la formation, l'éducation des professionnels, on peut donc arriver à mettre à la disposition des professionnels en quantité, mais aussi en qualité, pour étendre un réseau de services de soins. Donc, finalement, par l'éducation, la formation, on arrive donc à étendre un réseau de services de santé pour que les populations aient accès aux soins. Donc, dans ce sens, l'éducation, bien sûr, est au cœur donc de l'accès aux soins. Je vais maintenant passer la parole au professeur Williams. Professeur Williams est professeur émérite des sciences de la motricité à l'Université catholique de Louvain. Il a donc participé à plusieurs projets de coopération pour justement mettre en place ces formations, notamment en Afrique, mais aussi en Asie. Donc, je laisse donc professeur Williams s'entretenir avec nous sur donc ces expériences. Merci. Professeur, vous avez la parole. Merci. Cette dia-là, je vais la passer. Ouais. L'expérience de notre faculté, donc, qui est en charge de l'enseignement de la kinésithérapie à l'Université de Louvain, nous avons une expérience d'environ 30 ans dans l'aide et la mise en place de services de réadaptation dans les pays cités ici, le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso en Afrique et le Vietnam également en Extrême-Orient. Alors, c'est quoi en fait le but de former en réadaptation, d'améliorer la formation? C'est de consolider le processus de réadaptation en renforçant d'une part les capacités académiques, et il y a une seconde partie qu'il ne faut pas oublier, qui est la consolidation de l'association professionnelle. J'en dirai un tout petit mot à la fin. Donc, parlons d'abord du renforcement des capacités académiques. Donc, le but, c'est d'amener la formation en kinésithérapie au niveau des normes internationales, et ceci afin que le kinésithérapeute
puisse jouer le rôle qu'on attend de lui au niveau des soins de santé et ainsi améliorer la qualité de la vie et du bien-être de la population locale. Donc, améliorer le niveau de la formation pour que le kiné puisse participer pleinement à la politique des soins de santé locale. Donc, au niveau des formations, il y a 3 niveaux de formation sur lesquels on peut intervenir. Il y a la formation initiale, qui est donc la formation qui va amener l'étudiant futur kinésithérapeute à accéder à la profession de kiné. Il y a une formation plus avancée qui va viser à former les personnes qui vont enseigner au niveau de la formation initiale et qui permettent également de spécialiser les kinésithérapeutes dans différents domaines de la kinésithérapie. Et puis, il y a la formation doctorale qui va permettre de former les enseignants qui vont devoir enseigner en master et qui va permettre également d'organiser la recherche et les publications de façon à avoir une visibilité sur la scène internationale. Et puis, c'est également ces docteurs qui vont pouvoir gérer l'école. Ça, c'est je dirais, le schéma idéal. Alors, si on regarde un petit peu, si on parle un peu de notre expérience au cours des 30 années, donc en fait, au Bénin, donc il y a une chose qui est différente entre le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso et le Vietnam, c'est que au Bénin, au Burundi et au Burkina Faso, il n'existait pas de formation en kinésithérapie lorsque nous avons commencé à travailler avec l'APF et WBI, alors qu'au Vietnam, une structure existait déjà, mais que le niveau d'enseignement était trop faible. Donc il y a là une grande différence, on ne parle pas de la même ligne de départ dans les 4 pays. Alors, la formation, je reviens en arrière. Au Bénin, la formation, ça a été réalisé par des kinés belges qui sont partis enseigner pendant 1 à 2 semaines à Cotonou. Au Burundi et au Burkina Faso, il y a eu l'envoi d'étudiants à l'ESK, puisque l'ESK à ce moment-là fonctionnait très bien. Et donc, il y a eu une collaboration sud-sud. Et au Vietnam, on a en fait simplement réformé le programme de base. C'est une tâche qui a été confiée à la World Physiotherapy en association avec Handicap International. Si on parle maintenant de la formation avancée, les professeurs, au départ, les professeurs, c'était des kinés qui avaient été formés en formation initiale et qu'on a envoyés en Belgique pour réaliser un master. Au Burundi et au Burkina Faso, c'est exactement la même chose. On a envoyé des kinésithérapeutes locaux se former en Belgique. Au Vietnam, on a en fait créé un master avec l'appui de l'ARES. On a créé un master et ce master nous a permis, au cours des 5 dernières années, de former 80 étudiants. Donc en fait, on a pu sortir beaucoup plus de professeurs au Vietnam que dans les autres pays, parce dans les autres pays, on est parti avec une dizaine de masters dans chacun de ces pays. Et voilà. Alors, au niveau de la formation doctorale, eh bien, je parle ici des kinés qui ont été formés en Belgique, à l'UC Louvain tout plus particulièrement. Donc, au Bénin, nous avons formé 5 docteurs en kinésithérapie. Au Burundi, il y a eu 2 docteurs qui sont venus se former à l'UCL, je ne pense pas qu'il y en a eu plus. Et au Burkina Faso, il y a un docteur qui a été formé. Au Vietnam, on est actuellement, ils ne sont pas encore tous
sortis, mais on est actuellement dans la formation de 7 doctorants. Et en plus, au Vietnam, on va pouvoir créer un laboratoire de recherche qui, à terme, vers 2035, devrait amener à l'ouverture d'une école doctorale qui va alors permettre que les kinésithérapeutes vietnamiens ne doivent plus s'expatrier pour obtenir une thèse de doctorat. Alors, une chose qui est extrêmement importante, c'est d'inciter dès le départ les populations, les autorités académiques et politiques à s'approprier le projet. Et ceci, c'est important pour pouvoir pérenniser l'action menée au-delà du projet. Donc, si on revient un petit peu sur ce qui a été fait au Bénin, il y a un faible leadership institutionnel au niveau également académique, qui fait qu'en fait, parmi les 5 docteurs que nous avons formés, aucun de ces docteurs n'a été engagé pour reprendre la charge de la gestion de l'école de kinésithérapie. Au Burundi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a un manque d'institutionnalisation et que l'engagement universitaire est trop dépendant de quelques professeurs seulement. Parce qu'on m'a rapporté, je ne connais pas l'expérience. Olivier, tu corrigeras. Alors, au Burkina Faso, ben, c'est le gouvernement qui a demandé à l'APF d'organiser la mise en place d'une formation en kinésithérapie auquel nous avons été associés. Et donc là, il y a effectivement vraiment une volonté d'aboutir. Et au Vietnam, les 7 docteurs, en fait, ont été choisis parmi les membres du personnel qui étaient déjà dans l'enseignement là-bas. Et donc, eh bien, quand ils rentreront après leur thèse de doctorat, ils pourront continuer à participer, ils pourront continuer à former les masters d'une part et à gérer l'école d'autre part. Alors, la deuxième chose qui est importante, c'est en fait, en même temps que l'on améliore la formation, il faut également consolider l'association professionnelle parce qu'elle va devoir jouer un rôle important dans l'intégration de la réadaptation dans les politiques nationales. Et donc, la définition du métier de kinésithérapeute et le règlement de la profession, c'est quelque chose dont l'association peut s'occuper, la reconnaissance par le ministère de la Santé et l'organisation de la formation continue en collaboration avec les universités. Et je terminerai en disant simplement que c'est un processus qui est gagnant-gagnant, aussi bien pour les universités du Sud qui reçoivent un appui technique, qui permet de créer des filières plus avancées, qui leur donne une visibilité scientifique et qui permet également la mobilité des enseignants. Pour le Nord, pour les universités partenaires Nord, c'est une expérience pédagogique enrichissante, une production scientifique partagée, des réseaux professionnels élargis et un accès au financement, de même qu'une mobilité des enseignants et des étudiants. Et je terminerai en disant simplement que la condition de la réussite d'un projet, c'est d'abord d'avoir une vision commune entre le Nord et entre les partenaires et un intérêt réciproque, une gouvernance du projet qui doit être partagée. Il faut également, pour pouvoir pérenniser le projet, que, si possible, dès le départ, il y ait déjà un plan de carrière pour les gens qui viennent étudier en Europe ou qui se forment de façon avancée et qu'il y ait un leadership institutionnel et académique fort. Voilà.
Merci bien, professeur, pour cette présentation qui fait donc suite à la première et qui explique un peu comment les coopérations Nord-Sud ont pu effectivement aboutir à des programmes de formation, de renforcement de capacités pour développer justement la matière première, les ressources humaines qui constituent donc le levier de développement d'un système de réadaptation performant. Alors, on va donc passer la parole cette fois-ci à deux autres intervenantes, en commençant donc par Graziella Lipolis. Graziella est responsable technique réadaptation à humanité et inclusion, ex-handicap international. Elle a une grande expérience justement dans le déploiement des programmes de réadaptation, notamment dans des situations de crise. Elle va donc partager avec nous des exemples concrets de terrain avant qu'on passe à la dernière présentation de Sœur Dambélé. Graziella, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, moi je vais illustrer ici divers exemples de formations professionnelles de la réadaptation qui permettent d'améliorer l'accès aux populations vulnérables, mais en mettant un focus sur quelles sont les stratégies partenariales qui sont positives pour le succès de ces projets. Et on va prendre le prisme du nexus, c'est-à-dire quand on est dans des contextes de crise aiguë versus de crise chronique ou de développement, qu'est-ce qui diffère en termes de stratégie de formation et qu'est-ce qu'on prend en compte? Alors, vous avez ici une photo qui illustre en fait la première cohorte des techniciens de réadaptation qui ont été formés en Haïti suite au tremblement de terre. Et il est important de savoir que... alors, je vais d'abord faire celui-là. Que quand on est arrivé en Haïti, c'est vrai qu'il y a eu 4500 amputés. Ça n'était que la partie amputée. À côté de ça, il y avait les fractures, les traumas crâniens dans un pays qui présentait 6 kinésithérapeutes. Donc, il a fallu d'abord arriver avec une réponse directe de prise en soins et avec une formation un petit peu des infirmiers qui venaient faire les gestes de base. Mais assez rapidement, c'est vrai que le besoin était tel qu'on a finalement avancé sur une formation de techniciens de réadaptation, c'est-à-dire qu'on était dans un contexte où, que ce soit le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, ils étaient eux-mêmes touchés directement par le tremblement de terre. Donc, ce n'était pas le moment d'arriver dans ce contexte-là à une validation d'un curriculum, faire venir une université du Nord. Et donc, on a commencé par la formation de techniciens de réadaptation qui était sur un rôle entre de la pratique directement dans les services et de la théorie et du mentorat, parce qu'ils avaient quand même besoin d'accompagnement. Formation donc de 18 mois qui a permis de former la première cohorte. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement dans le pays que 6 kinés, mais il y avait toute une série de professionnels qui avaient été formés par des acteurs divers. Alors, formation d'un curriculum de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois, donc une disparité importante de formation. Et donc, on a proposé avec le ministère de mettre en place une formation de mise à niveau pour qu'ils soient tous sur les 18 mois. Ça, c'était la première phase. Après, heureusement, on a réussi à mobiliser des universités du Nord qui sont venues faire de la formation continue, parce que finalement, les besoins de la population restent là, hein, la prise en charge des IMC, qui fait qu'on passe de prise en charge de trauma à prise en charge des besoins de la population. Et donc, grâce notamment au financement de la DGD, on a réussi à apporter cette formation continue et avoir 56 techniciens de réadaptation formés, ainsi que des orthoprothésistes. Maintenant, on est toujours en travail avec le ministère pour faire un programme, ce qu'on appelle Bridge. Et maintenant qu'il y a un curriculum de 3 à 4 ans, se dire mais comment cette force vive peut, être réintégrée dans un programme formel et comment est-ce que ce curriculum qui existe en Haïti aujourd'hui peut avoir une reconnaissance. Donc là aussi, on est en train de mobiliser via le projet DGD la World Physiotherapy pour venir valider le curriculum et permettre à cette force vive d'être au niveau des standards internationaux. On est là sur 15 ans, donc ce qui est important, c'est de se dire que même si on est sur une situation de crise au début, il faut le préparer dès le début avec cette vision long terme de formaliser les curriculums, bien garder toutes les preuves, parce que c'est ce que le ministère demande par la suite. Maintenant, quand on parle d'urgence, il est aussi important de laisser la place à tout ce qui est préparation aux urgences. On est aujourd'hui dans un contexte de crise, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit de conflit, qui fait qu'il y a plus en plus de situations d'urgence.
On a travaillé avec l'OMS sur la définition de standards de préparation et de réponse aux urgences en réadaptation. Et ça veut dire quoi? Avoir des stocks de contingence, avoir des mécanismes de coordination avec le ministère, avoir un mapping des services, mais aussi avoir un pool de professionnels qui sont identifiés, formés à des prises en charge spécifiques de réponse d'urgence et qui sont mobilisables. Ça a été fait au Liban, en collaboration avec l'association de kinés libanaise, avec le ministère, avec le CICR qui était avec Handicap International au Liban, et on a formé un pool de cliniciens de kinés. Quand il y a eu en 2024 les attaques dans le sud du Liban, ce pool a rapidement pu être mobilisé pour répondre aux besoins des traumatismes liés à ce conflit armé. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est clé de pouvoir intégrer aussi la préparation aux urgences. Alors après, on passe un petit peu à des contextes plus de développement, et je pense que le professeur William vous a bien montré en fait au Vietnam ce qui a été mis en place. Donc là, c'est vrai qu'on était dans un contexte avec plus de 4500 kinés dans le pays, avec 6 niveaux de formation, donc de curriculum différents, des titres qui passaient de assistant kiné, technicien kiné, kiné, et des niveaux très hétérogènes. Et donc, on a eu l'opportunité de développer un projet avec les autorités locales pour pouvoir mettre à niveau tout cela. Et comme ça a été expliqué, la première étape, ça a été vraiment de travailler avec la World Physiotherapy pour faire une analyse des besoins en collaboration avec 4 universités. Une fois que l'analyse des besoins a confirmé le besoin de renforcer le curriculum, c'est vrai que là, on a la chance en Belgique d'avoir quand même un réseau d'acteurs en réadaptation de haut niveau. La Belgique est petite, mais on a entre les universités qui sont engagées, entre des acteurs comme la PAPF Handicap International, mais aussi les bailleurs qui soutiennent, et ça c'est clé, il n'y a pas beaucoup de bailleurs qui financent le secteur de la réadaptation. Et donc, ça a permis quelque part, via nos connexions que l'on avait avec l'UCL, de se dire, mais tiens, vous êtes aussi au Vietnam, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce qu'on peut se mettre en coordination, en complémentarité pour pouvoir renforcer cette formation initiale? Et donc, c'est là qu'il y a eu un premier travail de définition du curriculum national et qu'après, il y a eu le travail avec les universités, avec les autorités, avec l'Association nationale de kiné, de pouvoir se dire, on met à niveau, et ensuite, on a l'UCL, l'ULB qui ont vraiment été là sur la formation des enseignants, des mentors, la World Physio qui a accompagné, Handicap International qui a continué avec plutôt des formations dans les services pour que les savoirs acquis soient mis en pratique et en finançant finalement des gens qui venaient plutôt des provinces. Et aujourd'hui, ça se continue au niveau master, PhD. Donc, on voit vraiment là que en travaillant avec des compétences complémentaires, on arrive à toucher les différents niveaux de formation sur des approches de pérennité et de qualité de la formation. Alors, quelques recommandations par rapport à tout ça. La première, c'est qu'effectivement, ça demande, il n'y a pas une stratégie de formation ou pas. Non, voilà. Ce n'est pas du copier-coller. C'est comment est-ce qu'on peut, via une analyse du contexte et des besoins, développer la modalité qui convient le mieux. Et quelque part, tout ça dépend aussi de la stratégie nationale. Est-ce que le pays va aussi développer la formation des ergos? Ou est-ce qu'il faut que les kinés développent une prise en charge plus fonctionnelle? Est-ce que le ministère souhaite que la réadaptation soit au niveau tertiaire, secondaire ou au niveau communautaire? Est-ce qu'il faut du coup dans le curriculum avoir des approches beaucoup plus de prise en charge communautaire? Et donc, quelque part, la stratégie, renforcer la stratégie du ministère permet aussi de mieux cibler comment la formation va prioriser certains domaines plus que d'autres. La deuxième, et je pense que l'exemple du Burundi nous l'a montré, on est sur des stratégies à 15-20 ans. Si on veut de la pérennité, si on veut de la qualité, ça ne se fait pas en 5 ans, donc il faut un engagement des différents acteurs sur du long terme. Clairement, comme on l'a vu, la coordination, la complémentarité conduit à de la pérennité et à de l'efficience des formations qui sont proposées. La quatrième recommandation, c'est de dire attention, si on veut un accès universel et l'atteinte de l'objectif de développement durable 3,
au-delà d'une formation de qualité, il faut aussi les mécanismes qui permettent aux personnes les plus vulnérables d'accéder à ces services. Sinon, on développe des beaux services, on a formé des professionnels. Est-ce que ça veut dire que les populations les plus vulnérables ont accès à ces soins? Donc, cette composante d'accès aux soins est clé. Et enfin, la dernière recommandation, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les objectifs de développement durable, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il faut arriver au bien-être de tous, à tout âge. OK. Mais quand on regarde les indicateurs de ce développement durable, on est sur des indicateurs de mortalité et de morbidité. Donc aujourd'hui, il y a un véritable gap dans ce cadrage. Tout le monde est d'accord. Et c'est vrai que l'OMS, ça ne fait que depuis 2018 qu'ils ont lancé leur stratégie. Donc c'était un petit peu avant toutes ces discussions sur les objectifs de développement durable. Donc tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui, la réadaptation, c'est un service clé dans le continuum de soins, depuis la prévention jusqu'à l'insertion. Cependant, si on se base sur les cadres internationaux et sur les objectifs de développement durable, qui restent la référence des ministères parce qu'ils doivent rapporter là-dessus, il n'y a pas un indicateur sur la fonctionnalité. Comment est-ce qu'on peut atteindre le bien-être de tous sans avoir un indicateur qui répond à ce bien-être et qui est spécifique? Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'on essaie de faire, notamment via la World Rehabilitation Alliance, c'est de dire qu'il faut intégrer aujourd'hui la fonctionnalité comme indicateur clé qui représente la réadaptation, ce qui nous permettra de lever demain plus d'engagement de la part des différents acteurs. Merci beaucoup. Merci. Merci, Graziella, pour cette présentation assez claire sur donc des situations de polycrise où effectivement le renforcement de capacités était nécessaire pour la prise en charge, mais aussi en secteur de développement. Nous allons écouter Sœur Dambélé Justine. Sœur Dambélé Justine est un pur produit de cette coopération université belge, école de Cotonou, Burkina Faso, ainsi de suite. Et donc, est à la fois clinicienne au Centre national de référence à l'hôpital universitaire de Ouaga, mais également enseignante à la filière de formation en kinésithérapie à l'INSP de Ouagadougou. Elle présentera mieux ce qu'elle fait et je te donne la parole, Sœur Dambélé, pour la présentation. Merci. Ok, merci. Bonjour à tous. Vraiment, je suis très ravie de vous présenter mon parcours comme enseignante, clinicienne et chercheuse pour un enseignement fondé sur l'évidence. Alors, il faut savoir, comme il a signalé, je suis vraiment le fruit, le résultat de cette coopération, surtout entre la Belgique et nos pays, le Burkina Faso et le Bénin. Voilà, il faut savoir que dans la kinésithérapie, occuper ces trois rôles, c'est-à-dire la clinique, la recherche et l'enseignement, contribue énormément à former des professionnels compétents, à optimiser les soins et faire progresser les savoirs dans les domaines de la santé et de l'éducation, et aussi créer une synergie pour l'amélioration continue des soins et un développement des compétences. Et tout cela pour une pratique fondée sur les preuves, avec une articulation entre les savoirs scientifiques et par la recherche et les pratiques professionnelles. Alors ici, c'est un peu mon parcours. Comme vous le voyez, j'ai débuté en 2010 où il y a eu mon bachelor au Bénin. Et c'est une école vraiment qui a été, comme le professeur William l'a dit, qui a été mise en place par la coopération entre la Belgique et le Bénin, dont j'ai fait 3 ans là-bas et j'ai eu mon diplôme de kinésithérapie. Ensuite, avec un partenariat entre le Burkina Faso et encore la Belgique, j'ai fait mon Master 1 et Master 2 à Louvain-la-Neuve, ici. Et ensuite, c'est là grâce à l'APF, voilà, le financement par l'APF, la Wallonie-Bruxelles International, la DGD. Voilà, c'est vraiment... Ensuite, présentement, je fais une étude de recherche à l'université de Hasselt. Et ça encore, c'est une coopération entre l'université de Parakou et l'université de Hasselt. Alors, il faut savoir que mon rôle d'enseignant au Burkina Faso, en 2020, avec cette coopération, nous avons mis en place une école de kinésithérapie à l'École nationale de santé publique
Donc, c'est la filière kinésithérapie. Et là, j'enseigne un certain nombre de cours. Nous ne sommes pas nombreux comme diplômés en master au Burkina Faso. Donc, les cours que j'occupe, c'est un certain nombre. Et je fais cela dans le but de la transmission des savoirs vraiment actualisés, une intégration des résultats de la recherche avec la formation à la pratique fondée sur les preuves. Et tout cela dans le but d'un développement de la crédibilité et la motivation accrue chez les étudiants. Alors, au niveau de la clinique, je travaille dans un centre, le Centre national de référence de la médecine physique et de réadaptation. Et là encore, ce centre a été mis en place par la collaboration entre la Belgique et le Burkina Faso, spécifiquement l'APF qui joue un grand rôle dans notre pays. Et là, je fais la rééducation surtout chez les patients avec les atteintes neurologiques et en pédiatrie et chez les femmes en périnéologie. Et je fais cela dans le but, avec une application des connaissances issues de la recherche encore, comme je suis en PhD, avec une communication pédagogique avec les patients, avec une contribution à l'innovation thérapeutique, tout cela dans le but de l'amélioration de la qualité des soins des patients. Alors, dans la recherche au niveau de l'université de Hasset, vraiment, ils sont partis d'une identification de problématiques issues sur le terrain, puisque je fais ça de façon bilatérale, je fais la recherche tous mes essais cliniques au niveau du Burkina Faso et je viens pour l'analyse en Belgique. Donc, avec des productions de savoirs pertinents, des implications des étudiants dans la recherche, avec des diffusions des résultats, surtout dans les conférences internationales, où j'ai participé beaucoup à des conférences de World Physiotherapy par l'appui de l'APF. Alors, ici, je vais vous parler un peu de mon projet de recherche. Alors, à la base, je suis allée dans la littérature pour voir qu'est-ce qui est recommandé. Je travaille beaucoup avec les patients après AVC. Donc, je suis allée dans la littérature pour voir quelles sont les pratiques recommandées et comment les réaliser. Et nous avons vu, pour l'entraînement après l'AVC, il faut une rééducation intensive avec des activités qui ont un sens pour le patient. Alors, nous sommes allés à la base au Burkina Faso et nous avons étudié qu'est-ce que les kinésithérapies et PET font sur le terrain. Alors, nous avons fait une étude observationnelle et nous avons vu que dans la pratique quotidienne des kinésithérapeutes, la durée était très courte pour la rééducation et ensuite avec vraiment des pratiques traditionnelles. Et à partir de là, nous avons mis en place un essai clinique où nous avons augmenté la durée de rééducation avec une participation active des patients et de leurs familles. Et nous avons produit des exercices où les patients peuvent le faire à la maison. Et nous avons évalué ça, ça a été vraiment efficace pour une bonne récupération des patients. Et ensuite, les patients ont vraiment apprécié et étaient motivés pour réaliser ces exercices-là. Et la quatrième phase, ça sera vraiment pour la mise en œuvre de ces exercices pour atteindre un grand nombre de patients au Burkina Faso. Alors, il faut savoir que l'initiative illustrant ces trois dimensions, vraiment, au niveau pratique, c'est vraiment l'évaluation des patients avant et après intervention par des tests validés, et une intervention et engagement des patients et de leurs familles. Au niveau de la formation, c'est-à-dire avec les étudiants, c'est l'élaboration des protocoles de recherche en intégrant vraiment les étudiants, une évaluation des patients avec leur assistance effective, une élaboration d'un livre, par exemple, pour l'entraînement à domicile, en intégrant également les étudiants, et une mise en œuvre de cette intervention au niveau local. Alors, au niveau de la recherche, c'est vraiment la recherche des pratiques adaptées, efficaces pour la santé du patient, et la recherche clinique publiée dans les pays, c'est-à-dire des recherches provenant des pays à faible revenu et qui sont publiées dans des journaux, voilà, de grande valeur. Alors,
Ce triple rôle intégrant ces trois dimensions vraiment permet à un grand bénéfice sur les patients et aussi sur les étudiants, indispensable pour une bonne pratique clinique. Alors, comme exemple, nous voyons pour les patients, cela permet de prendre en compte les croyances du patient, ses droits, ses objectifs, ses contraintes pour une décision thérapeutique partagée pour la pratique clinique. Alors, son impact, c'est vraiment la formation articulant théorie et pratique avec un développement de l'esprit critique, surtout chez les étudiants, un apprentissage basé sur les preuves. Et pour les patients, c'est des soins et des interventions de meilleure qualité et des pratiques validées scientifiquement et une approche plus globale et humaine. Et au niveau de la communauté scientifique, c'est des nouvelles connaissances qui sont diffusées. Voilà. Ensuite, nos perspectives. Quelles sont les perspectives? C'est vraiment encourager et valoriser les carrières mixtes, c'est-à-dire des professionnels qui sont engagés dans ces trois dimensions, que ce soit la clinique, la formation et la recherche, et ensuite renforcer les partenariats intersectoriels et interacteurs, comme j'ai fait vraiment le résultat, et cela est vraiment bien riche. Soutenir la dynamique collective et mutuellement bénéfique autour de la stratégie réadaptation de l'OMS de 2030, qui stipule un accès aux services de réadaptation de qualité, le renforcement de l'efficacité des professionnels de la réadaptation, l'amélioration de la collecte de données et un développement de la recherche et la création de partenariats. Alors, pour conclure, nous disons que la combinaison de ces trois rôles, enseignants, cliniciens et chercheurs, constitue un levier stratégique pour le développement de la kinésithérapie au service des étudiants, des patients et de la société. Alors, nous vous remercions énormément pour votre écoute et surtout, nous disons un grand merci à nos partenaires, qui est vraiment la Belgique, avec la DGD, l'APF, la Wallonie-Bruxelles Internationale. Merci. Merci, Sœur Dambélé. Nous sommes donc au terme des 4 présentations. Nous allons certainement ouvrir donc la deuxième partie de cette session pour les questions-réponses. Mais avant, je voudrais juste faire cette petite synthèse pour dire que jusque-là, on a essayé donc de montrer comment effectivement la formation pouvait faire en sorte qu'on puisse avoir plus accès donc aux soins. Et dans ce sens, que la formation, l'éducation va donc soigner, puisqu'on a vu tout au long de ces présentations que la formation va pourvoir des ressources humaines en nombre, de qualité, pour justement étendre les soins dans les communautés données. À l'inverse, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et si vous prenez par exemple le cas de la réadaptation qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez, pour ce qui est de l'accès à l'école, un certain nombre d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. Les derniers rapports de l'UNESCO 2020 montrent qu'environ 50% des enfants, quelquefois c'est autour de 90% des enfants handicapés dans nos pays, n'ont pas la possibilité d'accéder à des services éducatifs. Simplement, quelquefois, parce qu'ils n'ont pas une prise en charge sur le plan médical. Accès à des aides techniques pour la mobilité, accès à des soins pour la réadaptation tout court, qui leur permettrait de pouvoir s'autonomiser et donc d'insérer une classe pour un apprentissage. Et dans ce sens, travailler donc sur le secteur donc de la santé pourrait éventuellement amener plus d'enfants handicapés, par exemple, à avoir accès à l'école et donc augmenter de ce point de vue la scolarité, les taux de scolarisation au sein d'une population donnée. Donc, dans un sens comme dans l'autre, on va dire donc, comme le thème principal l'indique, que la santé éduque, mais aussi que l'éducation soigne. Voilà, nous allons passer la parole donc à l'ensemble des participants ici présents pour des questions. Et oui. Une seule minute, c'est juste pour rassurer notre orateur et professeur
c'est Willems Patrick. Il a dit qu'au Burundi, il a appris qu'il y a un manque d'institutionnalisation de la réadaptation. Effectivement, c'est une information qui fait allusion au Sénégal qui était en difficulté de gestion, mais je pense que le Burundi étant dans un processus de réforme administrative, donc maintenant les choses sont claires. Il y a un décret qui vient de sortir qui réorganise le ministère correctement et le Sénégal maintenant il est placé sous forme d'établissement public à caractère administratif qui est rattaché au niveau du ministère de la Santé. Je pense que bientôt tout ça sera donc mis dans un cadre légal où chaque institution aura donc une définition correcte. Donc c'est ça. Je pense que maintenant nous sommes sur le bon chemin. Et une autre chose, c'est au niveau des chiffres. Je pense que ce que j'ai présenté, ce qu'il a présenté, il y a certaines données, mais je pense que les données sont correctes que j'ai données. Donc il faut les adapter. J'ai vu 14 kinés, 12 kinés, donc ça risque de déranger l'auditoire. Donc je pense que on est sur la même longueur d'onde. Et une autre chose, c'est au niveau des aides techniques. Vous avez vu qu'au Burundi, nous sommes très très loin. Ici, s'il y aurait quelqu'un qui travaille dans ce domaine, on aimerait vraiment développer des partenariats avec ça. Je vous remercie. Merci donc, Dr Jean de Dieu, pour ces compléments d'information. Alors, on passe la parole. On se présente assez rapidement et lentement pour permettre à la traduction, mais je pense que tout le monde est francophone dans la salle, mais pour permettre à la traduction de pouvoir se faire. Merci. Vous avez la parole. Oui, Pierre Mertens de Child Help. On travaille dans une quinzaine de pays, plutôt en Afrique de l'Est. Pour le spinobiphilaire hydrocéphalie, ce qui m'étonne, c'est que l'ergothérapie n'est pas présent. Nos enfants ont beaucoup plus de bénéfices de la ergothérapie et pas de la physiothérapie. C'est et la deuxième chose que je voulais remarquer, c'est quand même vraiment une coopération du nord vers le sud. Nous, on fait le training des neurochirurgiens et ce sont des Africains, des neurochirurgiens africains qui font le training et l'éducation des neurochirurgiens africains. Je me demande, dans l'avenir, est-ce que c'est quand même pas l'idée qu'on a une éducation du sud vers le sud? On va peut-être prendre les questions pour passer dans le fond, ça nous permettrait de gagner un temps. Est-ce qu'il y a une autre question? À ma gauche, ici, un intervenant. Merci. C'est une question très rapide et de curiosité pour Monsieur du Burundi. Ça concernait le programme que vous avez présenté et je me posais la question de pourquoi l'axe, le dernier pilier, le pilier 6, concernant les aides techniques, je crois, ne faisait pas partie de ce programme. Et donc, je voulais savoir s'il y avait une raison particulière à ça. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressante. Moi, je suis curieuse, c'était dit déjà, mais comment vous assurez que les services sont disponibles au niveau communautaire? Qu'est-ce que est votre stratégie autour de ça? Alors voilà, moi j'avais juste une question par rapport aux standards internationaux. Donc je remarque que l'utilisation de standards des UNIF et des ONG sont souvent différents. Est-ce qu'il y a un travail sur l'harmonisation de ça dans les pays en voie de développement? Voilà. Lucas May de l'APF. Moi je voulais d'abord commencer par un adage qui dit que l'éducation est la seule chose la connaissance, en tout cas, est la seule chose qui s'étend quand on la partage. Et il y a une personne ici présente qui n'a pas été citée. Et je crois pouvoir dire que sans elle, tout ce qu'on vient de présenter n'aurait pas eu lieu. Je parle pour l'APF. C'est M. Jardin qui est ici présent. Voilà, je tenais à le dire.
Ma question était relative à la rééducation en base communautaire. Qu'est-ce qu'il en est et qui consiste en fait à donner un rôle et à accompagner, former, ça rejoint un peu la question de monsieur, former les mamans principalement à la prise en charge de certains soins, je dirais les enfants notamment qui sont porteurs de handicap. Merci. C'est bon, ça va? Oui, on va peut-être répondre à cette série de questions et puis on revient sur la deuxième liste. Il y a encore des questions. Alors, je me permettrai donc de passer la parole aux intervenants. Et puis, bien sûr, c'est certainement que moi aussi je reviendrai. Je passe la parole sur la question des standards. Alors, les standards ne sont pas différents. Aujourd'hui, on est clairement dans une approche, alors comme vous l'avez vu, hein, de collaboration par exemple avec la World Physio. La World Physio est aujourd'hui l'organisation qui définit les standards de la profession. Et on fait la même chose avec les ergothérapeutes. On travaille avec la WFOT. Quand on met en place un curriculum de formation initiale d'ergothérapeute, ce qui était le cas au Rwanda et au Maroc, du coup je réponds aussi à la deuxième question, on collabore avec ces institutions-là. Après, là où ça peut différer, c'est quand on est dans des contextes purement d'urgence, où on est sur des curriculums plus courts. Il y a eu des gros enjeux et beaucoup de discussions avec la World Physio sur ce statut d'assistant kiné, où ils ont eux-mêmes finalement reconnu que même dans des pays comme le Canada, c'est des professionnels qui existent et qu'il faut accepter ce n'est pas réaliste de demander des niveaux de formation de 3-4 ans qui couvrent l'ensemble du pays dans tous les pays. Par contre, il faut des mécanismes de supervision, de mentorat qui doivent être définis. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de standard différent entre les ONG et les standards internationaux puisqu'on collabore avec les instances internationales, qu'on travaille ensemble. Par exemple, au Vietnam, il était clé de commencer par l'analyse des besoins. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la fistule obstétricale en Belgique, ça ne peut rien dire. Voilà. C'est une réalité du Congo, c'est une réalité de toute une série de pays. Donc, si on ne fait pas une analyse des besoins du pays, et c'est par ça que tout curriculum de formation commence, on analyse les besoins du pays en termes de problématiques de santé, mais aussi, comme je le disais, les questions des ergothérapeutes. Je fais le lien, désolé, après je vous laisse la parole. En général, c'est vrai qu'un pays qui n'a rien va commencer avec le kiné. Maintenant, ce kiné, s'il n'existe pas d'ergothérapeute dans le pays, c'est lui qui doit intégrer dans son curriculum la gestion des fauteuils roulants. Ça ne fait pas partie du curriculum des kinés en Belgique. Comme en Belgique, on ne fait pas du plâtre pour les pieds beaux. Par contre, l'analyse des besoins va faire que le curriculum des personnes que l'on va former va devoir s'adapter. Et des pays comme le Maroc ou le Rwanda ont mis en place un curriculum de formation de kiné et après on a appuyé les ministères à mettre en place un curriculum d'ergothérapeute pour complémenter les kinésithérapeutes. Et comme le disait le professeur Willem, hein, le ministère au Maroc a dit « Nous, on engage les 100 premiers ergots que vous formez ». Ils ont tous été employés. Mais ça demande depuis le départ des engagements forts et une stratégie nationale qui permet d'assurer que cette force qui sera formée sera réintégrée dans le système. Donc c'est une question de maturité. Après, on peut se poser la question, est-ce que tous les pays aujourd'hui sont en mesure d'avoir des kinés, des ergots, des logopèdes, des orthoprothésistes, des infirmières en réadaptation, des médecins? Ce n'est pas possible. Et on en revient aux standards. Est-ce qu'on n'est pas en train d'importer nos modèles de curriculum? Est-ce qu'ils ne font pas arriver avec des modèles de formation innovants, avec peut-être des curriculums mixtes kiné-ergo, où après, il y a peut-être moyen de se spécialiser. Et là, aujourd'hui, les associations de professionnels mettent des freins, parce qu'ils défendent leurs intérêts personnels. C'est ça. OK? Juste pour faire le lien communautaire. Non, je vais laisser la parole. Professeur William voulait intervenir. C'est bon? Elle a déjà tout dit. OK. Oui. Merci à madame qui a posé la question pourquoi le point 6, donc l'accès aux aides techniques au Burundi n'est pas développé en même temps que les autres. Tout par des besoins. Je vous ai montré qu'en 2011, on avait pédokinésithérapeutes. Donc, on a misé sur les kinésithérapeutes. Et maintenant, nous sommes en train de voir comment développer ce pilier.
Et aussi, ça demande beaucoup de moyens. Et aussi au Burundi, il n'y a pas, on n'a pas encore vu des initiatives pour la fabrication locale, que ce soit les fauteuils roulants, les lunettes ou bien les prothèses auditives ou visuelles. Donc, c'est pourquoi j'ai lancé un appel à toute personne qui qui serait intéressée pour collaborer en ce sens. Je crois que Jadin, avec qui nous travaillons au niveau de ce programme, en ajout, et je vois qu'il est en train de demander la parole, il va ajouter. Et je voudrais aussi, encore une fois, revenir sur l'autre monsieur de la PFI. Il a dit qu'on a oublié Jadin. Vraiment, on a oublié, on s'excuse. C'est le moteur de tout ce qui a été fait au Burundi. Je vous remercie. Un, deux. On m'entend? Moi, je parlais du Burundi. Bon, pour la problématique des aides techniques, l'APF s'est spécialisée dans la kinésithérapie depuis une trentaine d'années. C'est déjà un domaine assez grand pour qu'on puisse s'y investir complètement. Ça nous a pris beaucoup de temps. Maintenant, on a un modèle qui fonctionne et qui a été reproduit du Bénin au Burundi, au Burkina Faso. On ne s'est jamais intéressé jusqu'à présent aux aides techniques. On va sans doute devoir le faire et notre directeur ici présent, M. Benoît, ne me contredira pas. On souhaiterait commencer à intervenir dans le domaine de la prothèse, par exemple, en bâtissant sur les capacités belges et les expertises belges dans ce domaine. Il y a des sociétés, il y a des ONG, il y a des organisations qui s'y intéressent et on aimerait bien commencer à s'y intéresser aussi. Jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Dans le cas du Burundi, par exemple, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait des acteurs spécialisés dans ce domaine. On était avec Handicap International, on était avec le CICR, qui travaillait depuis des années dans ce domaine et très bien. Malheureusement, le Burundi est un pays avec une réalité difficile, on va dire, et aussi bien Handicap International, Humanité et Inclusion que le CICR ont interrompu leurs activités dans ce domaine. Donc il n'y a plus actuellement de partenaires spécialisés dans le développement des prothèses, des orthèses, des fauteuils roulants, pas plus que dans les aides visuelles et les aides auditives. Et comme l'a dit très bien notre directeur, le docteur Jean Didieu, on appelle les organisations à s'y réintéresser parce que c'est un énorme domaine, ça demande énormément d'investissement. Et nous, à PF, on pourrait peut-être faire quelque chose, mais on ne pourra pas tout faire, certainement pas. Il y aura besoin de bien d'autres partenaires qui s'y intéresseraient. Donc voilà un peu la situation. Oui, sur la question de la coopération nord-sud, sud-sud, effectivement, il faut admettre qu'on est parti d'un modèle, et Olivier l'a dit, où progressivement, en s'appuyant sur le Bénin, on est monté au Burundi et au Burkina. Mais c'est une coopération, comme lui-même aime le dire, triangulaire, où on compte les 4 B, Belgique, Bénin, Burundi, Burkina Faso. Et ce réseau fonctionne assez bien. C'est une anecdote que j'aime bien. Ce réseau fonctionne assez bien parce que le Burundi s'est appuyé sur le Bénin pour développer son école. Parce que les étudiants en licence bachelor ont été formés au Bénin. Et à partir du Bénin, ils sont remontés au Burundi pour ouvrir l'école. L'école du Burkina a été ouverte grâce à Olivier Jardin, ici présent, que je remercie au passage, avec le même modèle où des Burkinabés sont allés se former au Bénin, de niveau licence, et ils sont revenus pour travailler au Centre national de référence qu'elle a cité. Et après, ils sont revenus en Belgique pour le master, parce que justement, dans nos pays, il n'y a pas ce niveau de formation. Et nos masters, nos doctorants, c'est également à l'UCL, ou comme elle le disait, à ACELT ou à l'ULB, qu'ils sont formés. Donc, c'est une coopération qui est un peu triangulaire, sud-sud, mais aussi gagnant-gagnant, parce que les encadreurs belges qui encadrent nos étudiants ont aussi des évidences qu'ils puisent de ces terrains où il y a certainement des pathologies ou en tout cas des problématiques qui n'existent pas dans les pays ici, notamment en Belgique, et que donc ça nourrit aussi la réflexion au niveau. Donc, on peut dire de ce point de vue qu'on est dans les clous. Et enfin, pour ce qui est de la disponibilité des services de réadaptation au niveau communautaire, cette question est déjà en lien avec la disponibilité des ressources humaines.
Parce que quand vous partez de 6 kinés, comme il a dit, de 10 kinés, comme c'était le cas un peu, 15 au Burkina, vous ne pouvez rien faire. Ils sont en capitale et basta, c'est fini. On ne peut pas malheureusement étendre les services tant que la matière première, là, c'est les ressources humaines, elle n'est pas là. Donc, c'est ce processus qui est en train d'être mis en place. Et je pense que le Burundi, déjà, comme il a dit, ils sont passés de 8 centres à aujourd'hui une quarantaine. Ça veut dire qu'il y a une décentralisation qui se fait. Pareil au Burkina, on a Ouaga et Bobo initialement, mais aujourd'hui, on est en train de travailler sur les 13 régions où les hôpitaux régionaux vont disposer de ces services. Et certainement, avec la formation, il y aura plus de disponibilité en ressources humaines et donc plus d'accès à proximité pour les services de réadaptation. Voilà ce que je voulais ajouter et conclure sur la réadaptation à base communautaire. Effectivement, elle est importante, mais elle a plusieurs dimensions. Comme vous le savez, il y a les 5 dimensions donc, de la santé, de l'éducation, de l'empowerment, du social. Et tout ça, généralement, dans nos pays, on a du mal pour l'ancrage. Je sais qu'au Bénin, il n'y a pas de Béninois ici, ils ont un programme RBC qui a été mis en place, qui fonctionne tant bien que mal. C'était arrimé au ministère de l'Action sociale avec tout ce qu'on connaît comme difficulté pour l'accès aux services de réadaptation, ainsi de suite. Donc, il y a toujours ces discussions. Ce qu'il faut dire en conclusion, c'est que les différents pays de l'OMS, ayant pris conscience que la réadaptation, c'est quelque chose de fondamental, c'est un droit pour la couverture universelle, ont pris des engagements depuis 2023 au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé. Mais récemment, et Olivier en dira peut-être plus là-dessus, en Afrique, l'ensemble des pays se sont engagés il y a un mois, c'était en fin août, je pense, pour qu'à l'horizon 2035, déjà 60% des pays puissent avoir déjà une feuille de route, un plan de développement de la médecine physique et réadaptation dans leur pays. Parce que pour l'instant, ce n'est pas forcément une priorité dans les systèmes de santé. Donc, c'est la problématique à laquelle nous faisons face, mais c'est sûr que progressivement, avec les ressources humaines disponibles, on va y arriver. Olivier veut prendre la parole. Je voulais juste un peu recadrer pourquoi est-ce qu'on a besoin particulièrement de réadaptation en Afrique. Pourquoi est-ce que brusquement ce besoin explose, hein, alors qu'on n'en parlait pas il y a 40 ans? Il faut savoir qu'en 1960, quand les pays africains ont accédé à l'indépendance, l'espérance de vie moyenne en Afrique était de 40 ans. Et je dirais en quelque sorte que les gens étaient jeunes, très jeunes en moyenne, et n'avaient pas le temps d'être victimes d'incapacités, de maladies incapacitantes, avant de disparaître. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne en Afrique est passée à 62, je crois qu'au Burundi, on est à 64 ans. Ça a complètement changé le profil épidémique des incapacités. Aujourd'hui, les gens vivent plus longtemps et donc développent des maladies incapacitantes, en particulier des maladies chroniques. C'est pour ça que la réadaptation est dans le giron des maladies chroniques au niveau du ministère de la Santé au Burundi. On a parlé des accidents vasculaires cérébraux, on a parlé du diabète, de l'hypertension, on a parlé des cancers, on a parlé des accidents de la route. Il faut savoir que les accidents de la route sont devenus un fléau en Afrique, avec la multiplication du parc automobile qui devient exponentiel. Donc tout ça a complètement changé et les besoins en réadaptation ont énormément augmenté à cause de ce changement dans le profil épidémiologique africain depuis 40 ou 50 ans. Et c'est pour ça que tous les gouvernements africains se disent « mais on n'a rien en réadaptation » parce qu'on n'y avait jamais pensé avant. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une nécessité énorme. Et c'est pour ça que des acteurs comme HI, comme l'APF et d'autres sont sollicités en disant « venez, appuyez-nous pour développer dans notre système de santé la réadaptation ». Et c'est pour ça que l'OMS en a fait une priorité. Et c'est pour ça que tous les États africains qui se sont réunis à Lusaka il y a un mois ont fait une déclaration en disant « d'ici 2035, il faut qu'on ait tous une feuille de route sur la manière dont la réadaptation doit être développée dans notre système de santé ». Voilà, merci. Alors, Graciela, 1 minute, et puis on va certainement passer à la fin de la session, puisque le timing qui nous était donné est expiré. Merci. Oui, je voudrais, ce n'est pas une question, mais c'est juste une petite intervention justement par rapport à ce programme, parce que donc j'ai été coordinatrice de l'APF et donc j'ai bien suivi ce programme de kinésithérapie, de réadaptation médicale au Bénin.
puisque donc à l'époque, j'étais coordinatrice, mais donc maintenant, je m'occupe du Bénin. Et donc, j'ai ce suivi, justement, Bénin, Burundi, un peu moins le Burkina, mais donc ce processus. Simplement pour vous expliquer qu'en effet, concernant ce programme au Bénin, c'était un programme au Bénin sur 20 ans, voire sur une vision à long terme. Et donc ça, c'était extrêmement important à l'époque et très précurseur parce que c'était non seulement une vision à long terme, mais qui prenait vraiment en considération tous des processus. Et donc j'entends aujourd'hui les résultats et qui sont des résultats innovants, par exemple en matière non seulement de curriculum, mais d'emploi, c'est que vous parlez des carrières mixtes. Et donc cette analyse des besoins des pays en stratégie nationale, donc qui sont extrêmement importants. Mais donc, on avait à l'époque déjà cette mise en place d'une stratégie qui était une stratégie qui était multidimensionnelle parce qu'elle touchait aussi bien à l'accident routier qu'à la nutrition avec l'AVC, etc. Et donc, on voit bien l'évolution au Bénin aussi de l'évolution aussi alimentaire, des besoins alimentaires, des besoins en matière de consommation, où il y a des nouvelles réformes qui sont prises par le président sur de la consommation locale, etc. Donc, c'est véritablement une approche épidémiologique et une approche de santé publique, mais véritablement de santé publique, qui prenait déjà une approche globale en matière des besoins de santé. Donc ça, c'était pour dire aussi que cette coopération triangulaire était réfléchie en termes de santé publique, en termes de besoins de curricula et de métiers mixtes et diversifiés, mais également en termes de territorialité, puisqu'on est en Afrique de l'Ouest et on avait déjà à ce moment-là une réflexion qui était nationale et régionale, interrégionale. Et ça, c'est extrêmement important parce que la question sud-sud intervient directement de manière intrinsèque par les besoins et les autorités qui sont tant nationales que régionales. Donc, les politiques ne sont pas uniquement prises au nord, mais sont prises en négociation, évidemment, avec les autorités des différents pays. Merci. Nous sommes pris par le temps. Je pense qu'on va peut-être en rester là. Alors, en commençant donc par remercier l'ensemble des participants, mais peut-être un dernier message pour conclure sur cette session en rappelant que la réadaptation, c'est un droit à la santé qui est essentiel pour garantir donc la participation sociale, éducative et économique des personnes handicapées, notamment dans les situations de crise, ça il faut le savoir. La formation professionnelle, comme nous l'avons démontré, est également le pilier pour un accès à des services de réadaptation si on veut effectivement avancer en travaillant sur des systèmes endogènes. Je reviens sur la question sud-sud. Et dans cette perspective, les universités ont leur rôle, les ONG ont leur rôle, on vient de le voir. Et donc, il faut une dynamique mondiale si on veut effectivement accompagner la stratégie réhabilitation 2030. Je terminerai donc en disant merci à l'ensemble des acteurs qui ont permis à cette session de se tenir, notamment la coordinatrice de la session, Alexia Germou, et je pense qu'elle n'est pas là, mais aussi l'ensemble des intervenants, je pense au professeur Willem, docteur Jean de Dieu, sœur Dambélé, Graziella, Olivier, et moi-même, je ne vais pas m'oublier. Donc, merci à tous pour cette session. On pourra certainement continuer dans le couloir les débats. Merci.